Bonjour à tous, merci d'être présents cet après-midi pour cette journée en l'honneur de Coralie. Donc, comme vous le savez, c'est une journée dont la thématique est essentiellement la géopolitique et les rapports, ça vous a été déjà bien explicité tout à l'heure, mais les rapports entre l'Union européenne et les différents blocs que constituent aujourd'hui la Russie, les États-Unis et la Chine. Alors j'ai une petite mauvaise nouvelle pour commencer. On a une intervenante qui malheureusement a eu un petit souci. Donc Eugénie Merriot ne sera pas parmi nous pour nous parler de la Chine. Donc on va quelque peu transformer le programme de cet après-midi. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va commencer par d'abord une intervention sur la Russie. Donc j'appelle pour nous rejoindre Jean-Robert Raviot pour cette première intervention. Et ensuite, on continuera avec une table ronde qui portera sur les États-Unis. L'objectif, évidemment, de cet après-midi, c'est à la fois de réfléchir, de penser ensemble, mais c'est également de répondre à vos questions. Donc, que ce soit dans le cadre de cette intervention liminaire ou de la table ronde plus tard, eh bien, tout ça sera suivi par une petite séance de questions. Merci beaucoup. Alors, Jean-Robert Raviot est professeur de sciences politiques à l'Université de Nanterre. Il est directeur, si je ne m'abuse, du département des études slaves. Et il est donc spécialiste de la Russie. Il a écrit plusieurs livres que vous connaissez peut-être, à la fois sur la Russie de Vladimir Poutine, sur l'impérialisme russe. Et donc, depuis quelques années, depuis le début de la guerre en Ukraine, et même avant, on a le sentiment aujourd'hui d'un antagonisme entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, d'une opposition. Alors si on en croit parfois certains commentateurs, la Russie est à nos portes et bientôt les chars russes défileront à Paris. Est-ce que aujourd'hui, eh bien, on peut considérer que la Fédération de Russie, son organisation, eh bien, pousse vers une logique qui serait une logique impériale? Est-ce que vraiment l'objectif aujourd'hui du Kremlin, c'est la décomposition de l'Union européenne? Quels sont les rapports et comment est-ce que l'Union européenne, comment est-ce que la Russie plutôt considère cet objet politique non identifié qu'est l'Union européenne? Donc c'est tout un tas de questions que j'aurais envie de vous poser, mais si je ne les pose pas après, c'est que vous y aurez répondu avant. Donc je vous laisse tout de suite et maintenant la parole. Merci beaucoup. Alors je vais effectivement y répondre. Peut-être pas à tout, mais je vais essayer d'être assez bref. Je voulais d'abord vous remercier de votre invitation qui me permet de renouer après la disparition de Coralie Delhomme, que j'ai connue assez peu, mais de manière assez intense, je veux dire, intellectuellement. On s'est rencontrés sur Internet, dans des dialogues, parce qu'elle m'a contacté un jour pour me poser des questions sur la Russie, parce que quelqu'un lui avait dit que peut-être je pouvais lui dire des choses intéressantes. Et puis le dialogue s'est pas interrompu, en fait. Voilà. Et c'était un véritable dialogue parce que c'est quelqu'un qui avait, je crois que sa sœur l'a dit, une très grande curiosité et, je dirais, simplicité dans l'échange qui me plaisait beaucoup. Et aussi parce que, en fait, j'ai appris peut-être davantage en la lisant et en l'écoutant qu'elle n'a appris de moi, en fait. Parce que quand on parle de nation européenne, justement, et quand vous avez dit est-ce que la Russie, la Fédération de Russie aujourd'hui cherche la dislocation de l'Union européenne? Réponse à question à laquelle je répondrai plutôt non, mais. Et donc ce mais va faire l'objet d'un petit laïus de ma part. Coralie, justement, c'est quelqu'un qui avait une grande attention, et je pense que c'est dans la littérature, qu'elle soit analytique, universitaire, je ne fais pas de distinction entre les universitaires et les gens qui pensent d'une manière générale et qui écrivent. Elle était en France sans doute une des rares à vraiment avoir pris non seulement conscience, mais travaillé sur les antagonismes entre les États de l'Union européenne et avoir pris au sérieux ce sujet, qui est que c'est pas parce qu'il y a l'Union européenne que la France et l'Allemagne, n'est-ce pas, on sait très bien, j'aime beaucoup le titre de son livre, hein, le couple n'existe pas, mais c'est quand même une relation bilatérale qui s'inscrit dans un champ plus large et qui est faite de plein de choses et notamment de conflits qui ne sont pas toujours d'ailleurs publics. Et elle avait bien pris conscience de cela, et je pense que
si on regarde les dirigeants de la Russie aujourd'hui, si on est attentif à ce qu'ils disent, si on écoute ce qu'ils disent, il y a quelque chose qui n'a jamais été perdu en quelque sorte en Russie, c'est la pleine conscience que l'Union européenne c'est une chose, les États européens c'est une autre, et que les États européens continuent d'exister, même si ils sont moins souverains, on sait plus très bien qui décide quoi, etc. Mais que ces antagonismes entre les États européens sont la marque d'une histoire longue et qui ne va pas se terminer demain, et avec lesquels on travaille, en fait. Et donc, pour répondre brièvement à votre question, avant d'entrer un peu dans mon laïus, je pense que non, on ne travaille pas à la dislocation de l'Union européenne. Oui, on a une confiance assez limitée dans la capacité de l'Union européenne à devenir un acteur politique et un acteur diplomatique mondial, global, parce que justement, l'Union européenne n'est pas un État. Et je pense que l'illusion qui peut exister dans l'Union européenne, ou dans certains milieux, je dirais, aujourd'hui, illusion largement encore entretenue dans les médias et peut-être dans la tête de beaucoup de Français. Illusion donc que l'Union européenne, c'est quelque chose qui est l'avenir. Je ne sais plus quelle était la formule de Mitterrand, là, notre avenir c'est l'Europe, ou quelque chose comme ça. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Voilà, l'Europe est notre avenir. Oui, l'Europe, mais quelle Europe? Et justement, il y a une limite, c'est celle de l'État, justement, et de la capacité de l'Union européenne à devenir un État. Je pense que c'est vraiment dans les travaux de Coralie, dans les discussions que j'ai pu avoir avec elle, elle s'intéressait beaucoup aux questions aussi russes internes, c'est-à-dire que je me souviens de poser des questions très précises sur quel était précisément le statut de la Tchétchénie à l'intérieur de la Fédération de Russie, comment pouvait-on avoir cette structure impériale ou post-impériale, je vais revenir sur ces termes, et quand même, comment peut-on avoir un pouvoir autoritaire, centralisateur, et avoir cette situation d'une quasi-autonomie de la Tchétchénie à l'intérieur de la Fédération de Russie. Comment tout ça est-il possible? Alors, donc merci de votre invitation. Et alors, vous avez parlé d'impérialisme. Et justement, je vais commencer là par ça, parce que moi, je ne parle pas d'impérialisme parce que c'est une notion bien développée par le marxisme notamment, et c'est pas dans ce sens-là que je vais employer le terme impérial. Moi, je parle dans mon bouquin, j'ai imposé un titre, c'était pas évident avec l'éditeur d'ailleurs, qui est celui de logiciel impérial russe. En fait, ce logiciel impérial russe, pour moi, c'est, si on peut dire, le logiciel qui préside à la fondation de l'État russe moderne, à la fin du XVe siècle, et qui est la matrice encore de l'Empire de Russie, de l'URSS et de la Fédération de Russie. Donc pour moi, la Russie, comme État moderne, s'est constituée en tant qu'État, sous une forme impériale, et non pas forcément impérialiste. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Mais ce qui est très important aussi, je pense que je vais insister beaucoup là-dessus, c'est que c'est un État qui s'est constitué à la périphérie de l'Europe, voire des Europes, parce qu'à l'époque, au XIVe, XVe siècle, il y avait effectivement l'Europe occidentale, romaine, si on peut dire, et l'Europe orientale byzantine. La Russie s'est constituée à la fois, très à la périphérie de l'Europe romaine, de l'Europe occidentale, et aussi à la périphérie de l'Europe byzantine dont elle a cherché à capter l'héritage ensuite, puisque je rappelle que l'aigle à deux têtes, emblème de la Fédération de Russie aujourd'hui, est exactement le même aigle à deux têtes que celui de l'Empire byzantin. Et dans un premier temps, l'État russe s'est développé dans une poussée géopolitique vers l'Asie, c'est-à-dire par la conquête de la Sibérie. La Russie est devenue un État qui était fondé sur un vaste hinterland continental eurasiatique. Et c'est plus tard que la Russie, qui se percevait comme évidemment culturellement et historiquement et religieusement en communion historique avec l'Europe, et elle a aussi un besoin de coopération, on dirait aujourd'hui scientifique et technique, c'est-à-dire besoin de savoir, besoin d'importer, si on peut dire, des architectes, tout ça. Donc cette situation périphérique de la Russie, en fait, l'a fait se tourner vers l'Europe à partir du 16e, surtout 17e, 18e siècle. Mais cette situation périphérique a engendré un fort complexe d'infériorité
des dirigeants et des élites russes face aux nations européennes. Et je pense que c'est quelque chose qui est très puissant et très fort et toujours aujourd'hui encore sensible. Alors quand je dis que la Russie était à la périphérie de l'Europe, elle l'était vraiment d'un point de vue géopolitique, puisqu'elle avait deux gros, il y avait trois États tampons, si on peut dire, entre l'Empire de Russie et l'Europe occidentale, qui était la Suède, donc qui a été vaincue à la bataille de Poltava, la Pologne-Lituanie, qui était vraiment l'adversaire géopolitique le plus important de la Russie, et qui a été démantelé progressivement à partir de 1654, et dont le démantèlement s'est achevé en fait à la fin du XVIIIe siècle, en 1815, où la Russie entre pleinement dans le fameux concert des nations, concert européen, au congrès de Vienne, et donc où elle devient une puissance européenne légitime et reconnue, et n'est plus à la périphérie de l'Europe d'un point de vue politique et géopolitique. Alors, au cours du XIXe siècle, précisément, le débat en Russie tourne autour de l'européanisation, c'est-à-dire de l'adoption du modèle européen. On parle souvent de Pierre le Grand, on parle souvent de Catherine II, qui sont deux souverains qui ont cherché à adapter des modèles caméralistes européens aux affaires de l'État, qui ont cherché à adopter aussi un certain nombre de pratiques industrielles, techniques, d'importer en fait des savoirs, qui sont perçus comme des espèces d'agents, on va dire, d'introduction des idées européennes en Russie, aussi sur le plan culturel ou littéraire. Mais c'est véritablement au XIXe siècle que ce débat est vraiment au cœur et donc prend une tournure très importante, avec une réaction. Alors c'est très intéressant parce que ça va provoquer une série de clivages à l'intérieur des élites, on va dire politiques, administratives, mais aussi des élites en général, des élites sociales. Est-ce que le modèle européen est adapté à la Russie? Est-ce que trop d'européanisation serait à même de tuer l'identité propre de la Russie? Donc ça, c'est la naissance d'un courant qu'on appelle slavophile, et qui a été très instrumentalisé par les conservateurs pour défendre le régime, pour défendre l'autocratie, en disant il faut garder le régime autocratique parce que sinon, et donc ne pas céder au libéralisme, aux réformes libérales, ou dans le sens d'une introduction au constitutionnel, dans le sens d'une européanisation du système politique, parce que ça va casser le pays, ça va détruire l'État. Ce discours conservateur slavophile, il a une pérennité. Par exemple, en 2010, le président russe, qui s'appelait à l'époque Dmitri Medvedev, court interlude, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre une longue période poutinienne, a dit cette phrase étonnante. Il a dit, mais en fait, nous ne pouvons pas adapter, étonnante, pas du tout étonnante justement, mais qui est un écho en fait de ce débat du 19e siècle. Nous ne pouvons pas adapter pleinement le système, le modèle démocratique occidental, européen à la Russie, parce que ça détruirait l'État. Donc, ce débat continue, si vous voulez, mais il est aujourd'hui, mais il est pleinement né dans le 19e siècle. La révolution bolchevique, elle va constituer un aboutissement de cette volonté d'européanisation d'un côté, mais par sa radicalité, la radicalité telle qu'elle est perçue notamment en Europe occidentale, qui effraie les bourgeoisies européennes, a pour effet en fait de produire l'effet inverse, c'est-à-dire de rejeter la nouvelle URSS à nouveau en périphérie de l'Europe et du monde capitaliste. Alors, la Seconde Guerre mondiale et la victoire soviétique remettent Moscou au centre de l'Europe, puis plus au centre que jamais, puisque la Russie n'est plus ni périphérique ni en voie d'européanisation, mais tout simplement le centre stratégique, cette fois-ci d'une autre Europe. C'est-à-dire que ça devient le chef de file d'une autre Europe qui se construit en défense et en opposition à l'Occident capitaliste et démocratique, dont le centre stratégique n'est plus en Europe, mais qui est à Washington. Alors je vais vite, j'essaie de tracer, je pense, s'il y a des questions, on peut revenir, c'est intéressant de débattre, mais pendant la perestroïka, justement, dans les années 85-90, Gorbatchev fait le pari d'une renonciation totale à l'autre Europe. Dans son discours du 7 décembre 88 dans la tribune de l'ONU,
qui est un discours véritablement révolutionnaire, parce qu'il annonce en fait la fin de la doctrine Brejnev et la fin de la souveraineté limitée des États satellites de l'URSS, et donc la fin du pacte de Varsovie, même si le pacte de Varsovie mettra quelques années à se dissoudre et à mourir de sa belle mort, mais faute d'objet. En fait, Gorbatchev fait vraiment le pari d'une européanisation de l'URSS, qui serait plus une autre Europe, mais qui deviendrait un des piliers d'un nouvel ordre européen qu'il appelle la Maison commune européenne, qui est une nouvelle architecture politico-sécuritaire d'après les blocs, post-blocs, puisqu'il considérait que si Moscou procédait à la dissolution de ce bloc socialiste, par symétrie, Washington procéderait à la dissolution du bloc militaro-stratégique OTAN. Alors, on connaît la suite de l'histoire. Le centre stratégique Washington n'a pas du tout désarmé, il n'a pas dissous quoi que ce soit, et il s'est même étendu via l'OTAN à toute l'Europe, c'est-à-dire à toute l'autre Europe, l'ancienne autre Europe. Et la nouvelle fédération de Russie s'est vue de nouveau reléguée à la périphérie stratégique et politique de l'Europe. C'est, si j'ose dire, cette nouvelle situation périphérique de la Russie après 1991, qui a été commentée en Russie, qui a été commentée comme un retour au XVIIe siècle, comme un retour à l'avant, avant la période, à une situation où la Pologne-Lituanie était encore un grand État et faisait tampon entre l'Europe occidentale et la Russie. Bon. Néanmoins, cette relégation est assez paradoxale, parce que si c'est une relégation politico-stratégique qui va prendre toutes ces dimensions et dont aujourd'hui on mesure l'étendue, c'est pas complètement une relégation identique à celle du passé, puisque du point de vue économique, et ce jusqu'à 2022, les liens de dépendance mutuelle économique et énergétique entre la Russie et les États européens se sont accrus. En fait, on assiste pendant les années 90 et 2000 à quelque chose d'assez paradoxal, qui est un rapprochement économique et énergétique, et même, je dirais, logistique. À des projets communs, on parle de stratégies communes, énergétiques communes, etc. On va très loin dans des partenariats, même dans le complexe militaire-industriel. Rappelez-vous les projets de Mistral, etc. On a des coopérations extrêmement étroites dans des domaines autrefois extrêmement sensibles, sur fond d'éloignement progressif et de brouille progressive, le mot n'est pas juste, mais de détérioration progressive de la relation entre le centre stratégique Washington et Moscou, mais aussi de manière différente et diverse avec chacun des États européens. Alors, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on assiste à une nouvelle étape de la relégation de la Russie à l'état de périphérie de l'Europe, puisqu'il s'agit depuis 2014 et surtout depuis 2022 de couper, en fait, de mettre un terme à cette relation économique et énergétique qui s'était tissée pendant les années... en fait, depuis les années 70, en réalité, les gazoducs et oléoducs, ce sont des projets qui ont été initiés à l'époque Brejnev. C'est d'ailleurs, ça marque un tournant dans l'histoire de l'URSS assez majeur, parce que l'URSS est entré dans le jeu des dépendances économiques, mutuelles, avec le bloc occidental, en exportant son gaz et son pétrole, et en important des céréales, et en important ce qu'elle pouvait importer des technologies occidentales. Bon, la destruction du gazoduc transbaltique Nord Stream 2 constitue en fait un acte symbolique, je trouve, et non, pas seulement symbolique, mais extrêmement révélateur et très puissant de cette nouvelle rupture entre Moscou et les nations européennes. Et on voit que les nations européennes, sur ce plan de Nord Stream 2, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait passionné Coralie, en fait, là, et qu'elle aurait même sans doute fait un livre sur la manière dont les différentes nations européennes et États européens auraient réagi à cette destruction du gazoduc. Parce que là, il y a véritablement... je dirais, il y a des choses qui ont été publiées, le monde diplomatique, par exemple, a fait beaucoup de choses là-dessus, mais il y a vraiment une recherche de fond à mener sur ces réactions dans les milieux industriels, dans les milieux financiers, dans les milieux politiques, administratifs, dans les pays
parce qu'on a tendance, nous, à présenter un peu et à voir les choses de manière un peu souvent trop simpliste en disant les Polonais c'est ceci, les Allemands c'est cela, les Tchèques ça. En fait, dans chaque pays, il y a des clivages internes sur ce point et effectivement, les élites dirigeantes ne sont pas toujours unanimes, elles sont rarement unanimes sur cette situation de... Enfin, cette coupure, en fait, cette volonté de coupure hein, des liens énergétiques. Alors, comment est-ce qu'on analyse cette nouvelle situation périphérique de la Russie alors, moi, je vais parler du discours officiel, de ce qu'on lit, etc. Mais aussi, continuant d'aller en Russie de temps en temps, de ce que j'entends chez les gens, tout simplement, en tant que Français, quand on se promène. Là, par exemple, il y a 15 jours, j'étais dans le Caucase Nord. Assez rapidement, la conversation vient sur la situation politique. Et bizarrement, pas tant sur la guerre en Ukraine que sur mais qu'est-ce qu'on pense vraiment de nous en France ? Comment les gens nous perçoivent-ils ? Est-ce qu'on est vraiment vu comme une espèce de nouveau, nouveau envahisseur, etc. Cette question m'a été posée par des Russes, mais aussi beaucoup d'Ossètes, d'Ingouches, etc. Je me suis promené dans cette région. Alors, d'une manière générale, on considère, je dirais que les nations européennes elles-mêmes sont pas tellement, ne sont pas à l'origine de cette relégation, mais sont même plutôt, on perçoit qu'il n'y a pas d'hostilité fondamentale, les nations européennes à la Russie, mais que c'est plutôt les dirigeants européens qui sont plus que jamais satellisés par le centre stratégique Washington. C'est pas seulement le discours officiel, ou Poutine, ou Medvedev, etc. C'est aussi partagé par une très très grande majorité de la population, les sondages le montrent. Cette relégation à la périphérie d'Europe, en fait, dont les prémices étaient clairement visibles très clairement depuis 2007, ont provoqué en fait la cristallisation d'une nouvelle stratégie russe que je qualifierais de connectivité eurasiatique. C'est-à-dire que certains aussi parlaient du tournant vers l'Est. C'est une stratégie qui vise à développer, à faire de la Russie parfois aussi on parle de grande Eurasie. Bon, tout ça c'est des différentes conceptualisations. Si ça vous intéresse, je peux vous donner quelques éléments. Cette connectivité eurasiatique, on la retrouve... l'idée, c'est de faire que l'espace continental russe soit plus seulement ce hinterland défensif de repli, cette base de matières premières, etc., mais un espace de connectivité économique, énergétique, logistique, numérique, entre l'Asie orientale et l'Europe, en s'appuyant, en fait, surtout sur la nouvelle donne stratégique. Et ça, c'est vrai qu'on aurait pu dialoguer sur la Chine, la nouvelle donne géopolitique qui est l'accession de la Chine au rang de première économie mondiale. Et bien sûr en s'appuyant aussi sur le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Et cette nouvelle stratégie qu'on pourrait qualifier de pont eurasiatique s'accompagne d'une offensive diplomatique et politique, bien sûr maintenant révolue, si j'ose dire, mais qui dans les années 2000 a été très, très forte. Où on avait un double discours, enfin pas un double discours, on peut le percevoir comme un double discours, mais d'un côté on avait une volonté de sceller un partenariat, et surtout sur le plan énergétique et économique avec l'Europe, et en même temps de désoccidentaliser l'ordre mondial, et de construire un nouvel ordre multipolaire dont la Russie serait l'un des pôles. Et donc un ordre mondial au sein duquel les États-Unis et ce que la Russie appelle désormais l'Occident collectif, je vais revenir sur ce terme, n'aurait plus la primauté de la définition des règles et des normes. Et cette stratégie s'accompagne d'une diplomatie de rapprochement avec les pays, les puissances du Sud global, de recherche de nouveaux partenaires stratégiques prioritaires, la Chine, j'ai dit, mais aussi l'Inde, l'Iran, le Brésil, etc., dans le cadre des BRICS. Et donc aussi, on assiste à un retour de la Russie en Afrique. Bon, donc conclusion. Les nations européennes dans tout ça. Est-ce que la Russie a, à l'épreuve de la guerre, et en menant cette guerre en Ukraine depuis 2022, est-ce que cette guerre et cette offensive et cet investissement massif en termes militaro-stratégiques, humains, parce que c'est une guerre massive dont les effets vont se faire sentir
dans la société russe sur plusieurs générations, à mon sens. Donc c'est vraiment un fait majeur dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Est-ce que cet acte est-ce que par cet acte, la Russie a définitivement relégué les nations européennes au rang de vassaux soumis à l'Occident collectif? Et est-ce qu'elle a renoncé, tourné le dos à cette européanisation qui fut une des matrices de son histoire depuis au moins 5 siècles? Alors ma réponse est non. Alors pourquoi? J'avance 3 arguments. Et vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, c'est d'ailleurs l'objectif de cette conclusion. Mon premier argument, c'est que je suis assez optimiste de nature. Et que j'ai un fort biais intellectuel en faveur de la longue durée et des déterminants matériels et géographiques. Donc, ces déterminants matériels et géographiques, cette longue durée, poussent vers un retour vers l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire un retour, embrassons-nous Folleville, hein. Ça veut dire un retour motivé par des considérations géopolitiques, mais aussi géoéconomiques et logistiques majeures. Le client européen n'a pas complètement disparu. Alors là, j'avais 2 autres arguments. Vous voyez, ils sont là. Donc le deuxième argument, c'est l'européanisation profonde et durable des élites et de la société russe en général. Et aussi que en Russie, il y a une coïncidence entre l'idée d'européanisation et l'idée de modernisation. Par exemple, l'idée de modernisation à l'asiatique, l'idée qu'on peut avoir une altermodernisation, une modernisation non occidentale, c'est quelque chose de très très nouveau qui est débattu. Et j'étais dans un colloque il n'y a pas très longtemps en visio avec Moscou, si on peut dire, très intéressant de l'Institut des relations internationales et l'économie mondiale sur ce point. Mais on n'en est qu'à l'état embryonnaire de cette réflexion. Est-ce que les modèles singapouriens, chinois, malaisiens, etc., sont des modèles qui peuvent être utiles pour nous, pour la Russie? C'est vraiment, c'était jusqu'à présent quelque chose d'assez rhétorique, qui peut-être va prendre une connotation très concrète, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Le modèle européen ou occidental, c'est le modèle de modernisation dominant. Et le troisième argument, pour lequel je dis qu'il y aura un retour, si on peut dire, c'est que pour les dirigeants russes, la classe dirigeante russe dans son ensemble, et j'inclus aussi des gens qui sont, qui sont pas des rebelles, mais qui sont quand même critiques, même s'ils sont, ce qu'on appelle les fameux libéraux du système, qui sont quand même encore assez présents à Moscou, dans les cercles dirigeants financiers, notamment. Il y a l'idée que les nations européennes sont prisonnières d'une classe dirigeante euro-atlantiste, dont la légitimité est fragile. Je cite 2 citations de Poutine de 2025. Nous n'avons pas de pays ennemis, de nations ennemies. Nous avons des élites ennemies dans certains pays. Bon, ça, c'était le 23 août 2025. Et en 2023, il disait aussi cette phrase assez... qui traduit, un consensus assez large, je pense, des élites russes. Les élites politiques des États européens souvent ne servent pas leurs intérêts nationaux, mais les intérêts d'États tiers. Donc il y a ce pari fait, je pense, par l'élite dirigeante actuelle russe, que la mise à l'écart, à plus ou moins long terme, des classes dirigeantes européennes, devrait conduire à un retour à la longue durée favorable à la stratégie du pont eurasiatique dans lequel Moscou a longuement et patiemment investi depuis des décennies, sachant qu'effectivement, on ne peut pas être un pont eurasiatique si le pont ne débouche pas sur un autre. Il y a 2 bords. Si la Russie est le pont, il y a une rive asiatique, et si la rive européenne est fermée, il n'y a pas de pont possible. Voilà. Alors je m'arrête là. Je ne sais pas si ça vous plaît. Je ne sais pas. Voilà. Et je peux débattre. Je vais l'argumer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole peut-être pour des questions à la salle. Moi, j'en ai peut-être 2 liminaires à vous poser. Une qui est une forme de question un petit peu tarte à la crème aujourd'hui, mais
Est-ce que la Russie est bien dans ses frontières? Est-ce qu'elle a des ambitions territoriales? Alors on voit évidemment la question ukrainienne. Quelles sont ses ambitions territoriales? Jusqu'où vont-elles? Est-ce qu'elles sont uniquement, je dirais, une forme de repli par rapport à une sphère d'influence qui semble aujourd'hui ne plus pouvoir exister? Et là, évidemment, il y a la question de l'influence ukrainienne. Et deuxièmement, on a beaucoup commenté le discours à Munich, je crois, de J.D. Vance, avec, je dirais, l'existence, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais l'existence d'une vision politique aujourd'hui de la droite américaine, une forme de volonté de leadership idéologique en Europe occidentale, beaucoup moins aujourd'hui que naguère, mais certains ont cru voir dans la Russie un modèle politique, un modèle idéologique. Est-ce que c'est quelque chose dont aujourd'hui la Russie a conscience, dont elle se targue, sur lequel elle développe une stratégie, ou est-ce que c'est quelque chose de profondément incident et quelque chose, je dirais, qui est plus vu chez nous par rapport à Moscou que de Moscou par rapport aujourd'hui à son influence dans le monde occidental? Je ne sais pas si... Je vais essayer de répondre brièvement, sachant que c'est une réponse parmi d'autres. Est-ce que la Russie a des ambitions territoriales qui vont au-delà de la sécurisation de ses frontières immédiates? Parce que c'est ça la question, puisque la rhétorique russe officielle, c'est de dire nous défendons nos frontières, notre sécurité propre, et l'Ukraine, et notamment l'Ukraine orientale, fait partie de cet espace de sécurité essentiel pour la Russie, et impossible de tolérer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ni de la Géorgie d'ailleurs, ça a été dit par Poutine dès 2008 au sommet de Bucarest de l'OTAN, enfin et rappelé. Est-ce qu'au-delà, il y a des ambitions territoriales? Est-ce que par exemple, vous pourrez imaginer que la Russie ait envie de pousser, d'envahir la totalité de l'Ukraine, puis la Hongrie, puis après, pourquoi s'arrêter? On a aussi mon chemin d'aller en Autriche, et puis après, passons les Alpes par la Bavière, et la ligne bleue des Vosges, Saint-Étienne, etc. Non, bien sûr, je pense qu'il n'y a ni plan, ni même stratégie, et qu'il n'y a jamais existé quoi que ce soit de cet ordre en Russie, peut-être chez certains staliniens un peu, ou même, je sais pas, révolutionnaires un peu allumés dans les années 20, mais bon, voilà. Là, c'est une stratégie essentiellement défensive, avec une conscience peut-être hypertrophiée des dangers de sécurité menaçant la Russie. Avec une conscience, enfin disons, il y a quelque chose qu'il faut, du point, moi je vais essayer de vous donner des éléments à partir de ce qu'on pense en Russie. Alors, il y a quelque chose qui est très important, dont je n'ai pas parlé, c'est la crainte et qui est quelque chose qui ne date pas de l'époque post-soviétique, qui ne date pas de l'époque soviétique, qui est quelque chose qui commence avec la création de l'État moderne, c'est-à-dire à la fin du 15e. C'est la crainte que l'État disparaisse, que la crainte que l'État s'effondre. Et c'est quelque chose qui est véritablement intégré et qui fait partie, bon, c'est un peu fort comme mot, du code génétique, on va dire, de l'élite russe qui dirige l'État. C'est la crainte que cet État, ça s'effondre, que l'État s'effondre, les structures s'effondrent. Il y a des raisons objectives à ça, qui est un État, d'abord géographiquement immense, et c'est tautologique de dire ça, mais c'est un problème. Ça a toujours été un problème. Donc la Russie a un problème avec son peuplement, elle a un problème avec l'exploitation de ses ressources, elle a un problème avec sa gouvernabilité, tout simplement. Et donc, ce qui entraîne une conscience hypertrophiée des dangers de sécurité intérieurs comme extérieurs, et d'avoir tendance à trop vouloir surestimer ou surévaluer la volonté des adversaires de l'attaquer ou de la détruire. Ensuite, c'est une surestimation, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'expérience historique. 1812, 1945, 1941, etc. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, historiquement, un danger d'invasion venu de l'Ouest. C'est quand même quelque chose qui est un fait historique. Si vous regardez les choses de Moscou, là, vous voyez les choses un peu différemment de celles qu'on peut les voir ici. Ensuite, donc, je ne pense pas qu'il y ait une volonté mais par contre, dans la logique actuelle de confrontation Est-Ouest, si on peut dire, enfin Moscou-Occident collectif, comme qu'on dit à Moscou, est-ce qu'on pourrait assister à des épisodes à la frontière estonienne, en Moldavie, en Transnistrie, en Géorgie,
moi, je pense que oui, il y a un danger de ça, voilà. Mais c'est un danger surtout pour les personnes sur le terrain quand même. Mais il n'y a pas de volonté, par exemple, de vouloir envahir ou de récupérer, par exemple, un argument qu'on entend beaucoup dans les télévisions qui tournent, comment ça s'appelle, là, les chaînes d'info continue, je ne citerai pas de nom, sur les... Bon, on entend... Poutine veut reconstituer l'URSS. Non, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Deuxième question, elle est très intéressante, la première aussi, mais la deuxième l'est d'autant plus parce que est-ce qu'il y a un modèle politique russe et est-ce que la Russie veut mettre en avant un modèle politique d'exportation, comme elle a pu le faire à l'époque soviétique, par exemple. Alors, il y a un certain discours qui s'est développé depuis 2010, les années 2010, sur le conservatisme. Il y a un certain discours idéologique très marqué, conservateur, sur le plan des mœurs, sur le plan notamment religieuse, etc. On a vu ressurgir des choses assez étonnantes quand on connaît bien la société russe. C'est-à-dire, par exemple, tout ce débat sur l'avortement qui s'est déroulé il y a 1 an à la Douma. Franchement, bon, c'était bon. Ça dénotait en fait surtout la volonté d'un certain nombre d'élites politiques faisant partie de la galaxie du pouvoir, mais n'étant pas forcément majoritaires, d'instrumentaliser ces questions pour avancer des pions qui sont pas forcément ceux du conservatisme. Il y a aussi des liens internationaux, des passerelles qui ont été créées entre associations. Il y a, on sait, des convergences idéologiques et plus entre un certain moment, en 2017, il y a eu la visite de Marine Le Pen à Moscou, il y a eu des contacts entre le président de la Douma à l'époque et puis un certain nombre de milieux d'extrême droite en France, etc. Tout ça, ça existe, c'est tout à fait réel. De là à dire, est-ce qu'il y a une volonté du pouvoir russe actuel de projeter en avant un modèle idéologique pour les pays européens? C'est en filigrane, mais ça n'a pas beaucoup ça pourrait devenir, mais c'est pas le cas. Par contre, là où je vois une véritable stratégie, et une tactique même, c'est de prendre le contre-pied systématique de ceux qui défendent l'ordre atlantiste. Bon, donc tout ce qui est hostile à von der Leyen, machin chouette, tout ça, hop, on va être plutôt pour. Voilà, et on va faire comprendre. Et j'ai eu une conversation assez intéressante avec des diplomates il n'y a pas très longtemps russes. Comme quoi il y avait vraiment eu un travail vraiment de fond effectué avec les Hongrois, avec les Slovaques, etc. À partir du moment où on a essayé, où des leaders se positionnant comme critiques, voire hostiles à ce qu'on pourrait appeler l'euro-atlantisme, comme Orban ou Fico, etc., et arrive au pouvoir, là, Moscou développe une stratégie diplomatique. Alors, ça passe plutôt par les ambassades, par quelque chose d'officiel. C'est pas forcément des liens, autres que ça, ou de think tanks, bon, un petit peu, mais il y a une stratégie d'appuyer là où ça peut aller contre. Et qu'est-ce qu'on reproche à von der Leyen? D'être assujetti à l'atlantisme et à Washington, en fait. C'est ça. Et ça, cette stratégie-là, elle est absolument pas nouvelle. Elle est absolument pas liée à Poutine. Elle a toujours existé, au moins, dans les années 50, 60, etc. Moscou s'appuyait sur les communistes, ça c'est sûr, mais pas seulement. S'appuyait aussi sur des élites, sur sa diplomatie qui essayait d'enfoncer des coins avec des élites pour essayer de desserrer, d'une part de desserrer l'étreinte américaine sur les pays européens. Bon, ça, il y a des travaux là-dessus, universitaires, très bien d'ailleurs. Et aussi, parfois, jouer des antagonismes entre 2 États ou 3 États. Ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant et qui est, encore une fois, dans la continuité de la diplomatie soviétique. C'est pas du tout lié à l'arrivée à la Fédération de Russie, ni même à Poutine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut peut-être... Je sais pas. Est-ce que pour l'enregistrement, ça n'a pas d'importance? Parce que sinon, ça n'a pas d'importance. Alors peut-être
Peut-être que je peux me passer du micro. On vous entend bien. Je vais essayer. Donc j'ai deux questions. La première, c'est de savoir. La première, c'est de savoir quel est le. Vous dites il y a beaucoup d'antagonisme entre les pays européens qui ne sont pas les questions sur lesquelles le corps de l'homme s'était penché. Est-ce que les Russes ont bien conscience de ça et l'utilisent de façon intelligente justement pour asseoir leur sécurité en jouant de nos antagonismes et comment? Et la deuxième chose, c'est on parle beaucoup de la guerre hybride menée par les Russes. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'ils l'utilisent uniquement toujours pareil avec cette hypertrophie de leur sentiment d'insécurité pour s'assurer de plus de sécurité, ou est-ce que c'est partiellement ou totalement un outil un peu manipulé de l'autre côté pour avoir une vision agressive de la Russie? Alors, votre première question, est-ce que les Russes ont conscience des antagonismes entre États européens? Oui. Bon, oui. Ils ont des services diplomatiques qui travaillent quand même assez correctement, qui n'ont pas été trop décimés. Alors, bon, il y a eu pas mal de gens qui se sont fait... Enfin bon, avec la guerre, il y a eu pas mal de mouvements, mais quand même, il y a un appareil renseignement, diplomatie qui fonctionne plutôt bien et qui ramène de l'info, notamment en matière économique. Bon. D'après ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils sont assez bien renseignés sur ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs dans lesquels ils ont été très impliqués, et dans des secteurs proches de l'État. Le nucléaire, l'énergie, le gaz et un certain nombre de technologies. Bon, ça, c'est des secteurs dans lesquels la Russie a beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Europe. Alors, bon, comment est-ce qu'elle utilise alors ça, c'est une vraie question, en fait, de recherche. Et je n'ai pas de réponse à votre question qui est excellente, parce que il faut chercher, il faut voir les traces d'une utilisation, parce que évidemment, on est dans un domaine qui n'est pas public. Très souvent. Hein. On voit ce qui est public, on voit les prises de position, on voit que la Russie va plutôt appuyer Mélanie, par le discours de Mélanie quand elle parle de manière hostile vis-à-vis des migrations externes, etc. Bon, ça c'est de la politique pure, si j'ose dire. Bon. Après, il y a tout ce qui est vraiment stratégique et qui touche un peu l'économie aussi et l'industrie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment. Et je peux pas vous donner d'exemples concrets. Enfin, si. Hein, il y a eu au moment de l'affaire des Mistral, au moment où la France, enfin François Hollande a décidé de céder en fait aux pressions américaines qui étaient très importantes. Bon, la Russie avait bien anticipé ça, en fait. Certains acteurs politiques, on peut me dire, y compris un ambassadeur qui me l'a dit, mais c'était clair que les Américains, enfin les Russes savaient déjà, avant nous même, ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà ce que les Américains, ils connaissaient déjà la nature des pressions américaines sur la France. Voilà. Des pressions et des intimidations, on va dire ça. Ben alors ça, évidemment, ça c'est le travail de bons journalistes d'enquête, voilà, le diplôme, des choses comme ça. Bon. Il y a beaucoup de choses, mais oui, il y a une vraie conscience et il y a une vraie culture de ce travail-là, de travailler les antagonismes, de connaître les antagonismes, de savoir quelles sont les relations exactes entre la France et l'Allemagne. Alors je ne sais pas comment ils se renseignent, par exemple, mais ça, ils sont parfaitement au courant des dissensions franco-allemandes sur les questions des éoliennes, tout ça. Ensuite, la deuxième question, elle est sur la guerre hybride. Alors, la guerre hybride, moi, je sais pas, je suis pas un spécialiste. Moi, j'ai l'impression, ça existe, voilà. Mais la Russie est loin d'être le seul acteur de la guerre hybride. Alors, la guerre hybride, c'est le mélange d'instruments réguliers et irréguliers. C'est le mélange d'instruments de hard power, comme on dit, enfin militaire proprement dit, et d'action sur le champ informationnel, notamment les fake news et machin et trucs. Moi, j'ai un de mes anciens doctorants qui est devenu un spécialiste de ça, qui travaille beaucoup là-dessus, etc. Donc ça existe, bien sûr, il y a des actions, etc. Mais là, il y a deux questions. Il y a d'abord comment mesurer la portée de ces actions et leur importance eu égard, par exemple, si on se place en France, la guerre hybride, donc
de l'information menée par la Russie, comment on peut la mesurer par rapport à celle qui est menée par la Chine ou par les États-Unis. Voilà. Et il se trouve que je me suis retrouvé à discuter avec un officiel français dans ce domaine qui m'a dit que, dans ce qui concerne les menaces hybrides d'ingérence, on va dire, en matière informationnelle et notamment en matière de cyberattaque, en France, c'est classé 1, en termes d'action repérée, 1 États-Unis, 2 Chine, 3 Russie. Bon, voilà. Et 3. Bon. Ensuite, la guerre hybride, ça me semble être un truc aussi agité pour obtenir des financements. Enfin, on sait très bien que la menace russe, je ne peux pas être d'accord, mais cette fabrication de la menace russe, cette extrapolation de la menace russe, elle a des objectifs politiques très clairs. Il s'agit de renforcer le poids du complexe militaire-industriel comme poste de dépense qui va permettre un certain nombre de décisions d'action publique pour... c'est pas, la menace russe n'existe pas en tant que telle, hein, elle n'a jamais existé en tant que telle, elle a toujours été plus ou moins hypertrophiée à toutes les époques, et là il se trouve qu'elle est non seulement hypertrophiée de notre côté, mais en plus souvent complètement imaginaire, complètement fabriquée, alors que le réseau de renseignement russe dans les pays européens, je ne parle pas du politique, je parle de l'économique, je parle de la finance, je parle de l'industrie, et tient toujours bien. Et ça, apparemment, ça n'intéresse pas grand monde. Voilà. Pour rebondir sur le troisième point de conclusion, est-ce que j'ai l'impression, en allant aussi régulièrement en Russie et discutant avec certaines de leurs élites, que la manière dont ils mènent la guerre a changé depuis 1 an et qu'ils visent une défaite complète de l'OTAN en Ukraine. C'est une extension jusqu'au Dniepr. Et ce que j'entends de plus en plus en Russie, y compris sur les chaînes publiques, le canal, les chaînes radio d'État, des critiques assez fortes contre Poutine, à qui il est reproché d'être occidentaliste et d'avoir toujours voulu privilégier trop les négociations, que ce soit avec Minsk, avec la proposition d'entrer dans l'OTAN au début de son régime, et qu'il n'y va pas assez fort. Et qu'il y a une pression interne à aller plus loin, plus vite, d'élargir la guerre, en tout cas en Ukraine, donc d'engager plus de troupes pour des offensives plus massives. Est-ce que ce serait en rapport avec ce que vous disiez, que certains visent la fin de la domination, ce qu'ils considèrent la domination de l'OTAN sur les élites dirigeantes européennes pour pouvoir renouer ultérieurement des relations comme elles ont pu être, au moins économiques et logistiques? Alors, il y a 2 questions dans votre question en fait. La première question, c'est est-ce qu'on assiste à une radicalisation du discours critique à l'égard de Poutine qui a toujours été présente depuis 2022, même depuis 2014. Il n'était pas suffisamment enthousiaste de la réunification avec la Crimée. Il n'était pas suffisamment engagé aux côtés des rebelles du Donbass et de Lugansk. Il n'était pas suffisamment radical vis-à-vis du pouvoir ukrainien. Il a fait trop de concessions avec Zelensky au début. Il était trop, etc., etc. Et tout donc là, le discours sur Poutine, qui peut aller jusqu'à certains extrêmes dans les milieux d'extrême droite nationalistes, de Zavtra, etc. Poutine est donc considéré comme un agent des Rothschild et de Wall Street. Donc voilà. Oui, non mais ça, il faut voir ça il faut regarder tous les points de vue. Bon. Donc on entend ça sur les talk-shows que vous regardez aussi que moi, je suppose. Voilà, avec des gens aussi. C'est assez folklorique. Hein. Parfois, je remets un peu en arrière pour m'assurer d'avoir bien entendu ce que j'ai entendu. C'est vraiment bon. Alors, cette critique à bas bruit de la guerre en Ukraine, elle a débouché aussi sur
l'aventure Prigojine quand même, qui était quand même assez hallucinante aussi. Donc ça fait partie, je dirais, d'un bruit de fond qui est constant en fait, et qui a pris, effectivement, je suis d'accord avec vous, un peu de plus de place depuis 6 mois, depuis l'été en fait. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'un certain nombre de militaires de haut rang, bien placés, ayant de la bonne information sur ce qui se passe, regarde, parce que l'enjeu c'est quand même de savoir exactement ce qui se passe, quoi. Et ça c'est quand même le principal problème. Hein. C'est-à-dire que si vous ouvrez un journal ou vous lisez la presse, que même suivez un peu les blogs, etc., vous apprenez, vous pouvez suivre les positions, savoir exactement où sont les uns et les autres, mais vous ne pouvez pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la courroie de transmission. Ça, il n'y a rien qui filtre. Rien. Bon, donc on est dans des conjectures. Qu'est-ce qui se passe? Les disgrâces, on ne peut pas imaginer que tout ça, ça se passe dans la joie et la bonne humeur et dans la grande entente, la France scout. On peut penser qu'il y a énormément de conflits entre Poutine, Gerasimov, le ministre de la Défense actuel qui joue un rôle central. Tout le monde le dit, mais bon, bref. Donc ça, c'est des conjectures. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de... alors, est-ce qu'on voudrait que les élites européennes changent et que pousser à l'avènement de dirigeants plus, on va dire, plus à l'écoute de Moscou? Certes, mais moi, je n'arrive pas à percevoir de stratégie cohérente pour vraiment aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, Moscou a vraiment la volonté de dégommer Macron et puis de pousser le RN ou je sais pas quoi, je vois pas ça. Bon, peut-être que je suis mal placé, hein, je suis pas un spécialiste de la France, mais je vois pas ça. Je vois plutôt une résignation à faire avec ce qu'on a et puis à aller jusqu'au Dniepr, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on veut absolument conquérir, enfin comment dire, finir de conquérir les 4 régions qu'on a commencé de conquérir et qu'on a annexées sans... Donc je rappelle qu'il y a des régions qui ont été annexées mais qui ne sont pas entièrement conquises. Donc ça c'est évident qu'il y a une volonté de finir le travail. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller au-delà? Bon, il y a plein de... Alors c'est beaucoup le débat actuellement en Russie. Est-ce que la guerre... En fait, pour les gens, dans tout simple personne, simple citoyen, dans la région où j'étais très récemment, donc qui est tout près, pas très loin du front quand même, la grande interrogation, c'est est-ce qu'il va y avoir une deuxième offensive, enfin une nouvelle offensive après au printemps, parce que si c'est le cas, on va beaucoup taper dans les mobilisables des régions du Kouban, du Sud, du Caucase aussi, Volgograd, Rostov, et donc les gens sont inquiets. Et globalement, moi, je parlais avec toutes sortes de gens, des amis, des universitaires, mais aussi des familles de ces gens, enfin bon, toutes sortes de gens, des chauffeurs de taxi, des gens dans le bus, enfin bon, les gens ont peur pour leur peau quand même, hein, et pour leur famille. C'est-à-dire que la guerre, c'est pas la joie. Voilà. Moi, j'ai pas rencontré un seul discours patriotique, enthousiaste. Allez, on va leur faire la peau jusqu'au bout, etc. Jamais entendu ça. Donc il y a une crainte qui a une deuxième, une remobilisation, une nouvelle mobilisation au printemps, pour effectivement aller à Odessa, aller éventuellement faire ce genre d'action, etc. Mais peut-être que vous savez plein de choses, hein, Georges. Donc bon, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des décisions prises pour l'instant. Il me semble. Je peux me tromper, je ne sais pas en fait. Voilà. Par rapport à la nature de la guerre qui est venue aux Ukrainiens avec beaucoup plus de bombardements. Oui, mais là, oui. Civile, qui était demandé avant par les durs, qui concorde avec ces 6 mois que vous avez dit. Il y a une augmentation quand même massive du... Oui, mais c'est peut-être aussi la volonté d'en finir le plus vite possible. Ça peut être interprété comme ça aussi. Et je crois qu'il y a quand même d'un côté une minorité de gens autour de Poutine qui dit allons-y, tapons et tant pis, il y a des morts, mais de toute façon maintenant on a commencé, bon, il faut finir, mais quel que soit le nombre de morts. Et puis des gens majoritaires, Poutine lui-même, qui dit oui, enfin bon, voilà, on va économiser un peu. On a déjà officieusement, selon les
les sources qui comptabilisent le nombre de morts côté russe, qui sont assez fiables, on est déjà dans l'ordre entre 200 et 250 000 minimum. Voilà. Oui. Bonjour. Est-ce que vous confirmez, au moment de la dissolution du pacte de Varsovie, Gorbatchev avait reçu l'assurance par des dignitaires de l'OTAN que l'OTAN ne chercherait pas à s'étendre à l'Est, voire à atteindre les frontières de la Russie. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ou l'infirmer, s'il vous plaît? Ah oui, je peux le confirmer. Je peux vous renvoyer un très bon article de, je crois que c'est Hélène Richard, qui a fait dans le monde diplomatique, qui a repris tout ça super bien, avec toutes les sources. En février 90, en fait, dans une rencontre à Moscou, dans un sommet qui était en fait tripartite entre Gorbatchev, Shevardnadze, il y avait également les Allemands, c'est-à-dire Genscher et Kohl, enfin le chancelier ministre des Affaires étrangères, et puis les Américains, il n'y avait pas le président, mais il y avait James Baker, qui était le secrétaire d'État. Lors de cette rencontre, en fait, où l'objet était en fait la réunification d'Allemagne, on était en février 90, donc la réunification est intervenue quelques mois après. L'objet était quand même celui de l'intégration entière de l'Allemagne réunifiée dans l'OTAN. Poussé par Kohl, poussé par les Américains. Côté soviétique, il y avait deux écoles. Enfin, il y avait un clivage. Gorbatchev qui était favorable à ça en disant on va le faire parce que c'est une garantie de notre bonne volonté, c'est la poursuite de la volonté d'ouverture et de destruction, enfin de désengagement du pacte de Varsovie qui date de 88, pas de 90. Donc on est en début 90. Et donc de l'autre, on a des diplomates du département international du comité central du parti, notamment un certain Valentin Falin, qui est un grand spécialiste de l'Allemagne de l'Ouest, qui connaissait était très bien renseigné sur la situation interne en Allemagne de l'Ouest. Justement, tiens, voilà un exemple, réponse à votre question, et qui savait qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait un conflit, enfin il y avait un désaccord entre Kohl et Genscher. Que Kohl était favorable à pousser un peu, voilà, en disant voilà, et Genscher était favorable à la discussion avec les Russes et éventuellement ouvert à une option qui était aussi sur la table, qui c'est celle de la neutralité de l'Allemagne ou disons de la sortie, ce que voulait une partie des soviétiques, mais pas. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la négociation? Dans la discussion, Baker a lâché cette phrase à Gorbatchev, lui a dit de toute façon, si vous acceptez l'entrée de l'Allemagne réunifiée dans l'OTAN n'ira pas un pouce plus loin à l'est. Not 1 inch eastern. C'est relaté et étudié de manière absolument brillante et complète par une historienne américaine qui s'appelle Mary Elise Sarotte, S-A-R-O-T-E, c'est un bouquin qui s'appelle justement Not 1 inch, qui est un bouquin fascinant, vraiment extraordinaire. Elle a travaillé sur les archives américaines, allemandes et soviétiques. Donc elle en a tiré un livre qui montre dans tous ses détails, dans toutes ses nuances, ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire c'était très compliqué, c'était pas seulement... les Américains, eux, étaient les seuls à être vraiment décidés à pousser, quoi. Mais les Allemands étaient partagés et les Soviétiques étaient très partagés. Quand Gorbatchev est rentré, enfin pas rentré, mais quelques mois plus tard, en printemps, il y a eu, elle le dit, donc je cite son livre, elle raconte un débat très vif au sein du parti, donc du comité central du parti sur la question, où Gorbatchev s'est fait quasiment insulter, en fait, en disant mais vous avez lâché l'Allemagne comme ça, vous n'avez rien rien négocié, c'est absolument scandaleux, etc. Il y a eu des vrais conflits. Et c'est à l'origine, je dirais, d'une volonté des conservateurs de foutre Gorbatchev dehors. C'est les premiers moments où il va y avoir... le putsch de 91 est déjà en germe à ce moment-là. Mais oui. Et alors, les Américains ont longtemps dit, non, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été vraiment dit. De toute façon, il n'y a pas de source écrite, puis il n'y a pas de trace écrite, puis on n'a rien signé, puis on ne s'est pas engagé par la signature. Et puis, il y a quelques années, je ne sais plus, 5 ans environ, il y a un site aux États-Unis, à l'université de Washington, qui publie des archives déclassifiées de la CIA et du département d'État, qui a publié les notes de cette rencontre de Baker avec
Genshin, tout ça, et qui montre bien qu'effectivement, ça a été dit. Donc oui, je confirme, et c'est pas que moi, c'est maintenant un fait historique. Merci. Voilà. Une autre question, peut-être la dernière, pour ensuite passer à la table ronde. Oui. Comment évoluent les relations russo-chinoises? Oh là là, alors là, c'est... Bon, voilà, bon, je veux pas faire la pub de mon bouquin, mais vous pouvez aller regarder, là, j'ai fait un chapitre. Je lisais en venant que en 2026, donc le traité de coopération dans tous les domaines entre la Russie et la Chine, qui était signé en 96, allait tomber arriver à échéance, je sais pas comment on dit ça, et qu'il allait falloir le renégocier. Et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, disait ça va être l'occasion de faire encore un traité encore plus vaste, plus étroit. Comment évolue la relation russo-chinoise? Ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine politique, c'est une relation de plus en plus étroite. Avec, en 2024, je crois qu'il y a eu 36 rencontres bilatérales entre membres, soit entre les chefs d'État, soit entre les ministres, soit entre les délégations ministérielles. Donc, vous voyez, un travail de fond. Il n'y a pas seulement les shows là, entre Xi Jinping et Poutine, mais il y a aussi un travail plus en profondeur. C'est une relation donc, qui porte sur les questions de voisinage, sur les questions de voisinage, ce que j'ai appelé dans mon bouquin la nouvelle co-hégémonie régionale russo-chinoise en Asie centrale, donc, qui est une région absolument centrale pour les deux. Et puis, il y a aussi des questions internationales plus vastes, les BRICS, l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, tout ça, c'est très, très intense, de plus en plus étroit. Et Xi Jinping a dit que la Russie et la Chine étaient liées par une amitié éternelle. Moi, je cite toujours ça avec mes étudiants en disant tout dépend comment commence l'éternité, parce que si l'éternité commence en 2012, d'accord, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Il y a eu une époque où quand même les Chinois et les Soviétiques appelaient Kissinger pour savoir s'ils avaient l'intention de balancer une bombe atomique. Les Soviétiques demandant à Kissinger est-ce que vous croyez que les Chinois vont balancer une bombe atomique dessus? Et Zhou Enlai faisant la même chose côté appelant Kissinger pour demander si les Soviétiques, voilà, c'était au moment de leur guerre en 69, là, pendant 6 mois ils ont été en guerre sur la frontière. Donc cette amitié éternelle n'est pas de toute éternité. Et d'autre part, il y a sur l'économie, bon, je vais être très rapide, mais il y a toujours quelque chose. Évidemment, la Chine a profité des sanctions pour importer davantage d'énergie russe, mais aussi pour suppléer aux pièces détachées occidentales qui font défaut, et donc s'est mis à fabriquer des tas de pièces détachées dans des tas de domaines pour suppléer à ça. Donc la Chine est très présente en Russie. La Chine est devenue clairement le premier partenaire économique et commercial de la Russie. La Russie est le 10e partenaire économique et commercial de la Chine. C'est important. Il y a une coopération sans bornes, une amitié sans limite et éternelle, mais il y a une grosse asymétrie. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cet exposé.